De laisser aux derniers arrivés de rejoindre la conférence. Une conférence qui va être un petit peu chargée, on a pas mal de slides. Ceux qui ont déjà suivi mes webinaires savent que j'aime parler. Donc on va commencer. L'idée ce soir était de faire un retour sur ce que vous pouvez prendre comme disposition avant la fin de l'année pour limiter la pression fiscale sur vos revenus. L'idée est de balayer éventuellement ce que vous pourriez faire pour l'IR 2022 et dans une certaine mesure, on pourra aussi se projeter ensemble sur l'impôt sur le revenu 2023, sachant que voilà, pour l'IR 2022, on commence à être un peu dans une contrainte de timing en fonction de ce qui va être exposé ce soir. Donc, on va parler un petit peu de l'orientation de l'épargne disponible, savoir comment, en fait, en pratique, fiscalement, avec les différents dispositifs qui existent, on peut diminuer le revenu brut global et donc l'imposition correspondante. Je vais aussi vous expliquer un petit peu comment fonctionnent les niches fiscales, revenir un peu sur leur plafonnement. Et par ce biais-là, on verra notamment 3 types de dispositifs défiscalisants. Ce qui concerne les outils en faveur de l'investissement des entreprises, l'épargne retraite, avec un effet, on le verra, immédiat sur le revenu brut global, et les mesures d'incitation tournées vers l'immobilier, que je ne vais pas plus détailler que ça ce soir, puisque Nadège Parmentier, au service LMNP, le fait très bien et de façon bien plus fouillée, détaillée justement, avec, au travers du service LMNP, avec la comparaison des différents revenus fonciers, revenus LMNP au réel ou au micro. Et bien évidemment, je n'aurai pas non plus le temps de passer en revue tous les dispositifs défiscalisants immobiliers. Donc, on va vraiment se concentrer plutôt sur la mécanique, sur les calculs et savoir un petit peu après dans le temps comment on s'organise d'ici la fin de l'année. Bien évidemment, je ferai un petit retour sur les façons de sécuriser dans le temps le bénéfice de vos avantages fiscaux, parce que parfois on a des contraintes. Et on fera un très très bref retour sur l'actualité fiscale avec les mesures phares de la loi de finances rectificative qui a été adoptée pour cet été et le projet de loi de finances pour 2023 qui fait grand débat avec 3500 amendements qui avaient été déposés. Beaucoup ont été rejetés. On va voir que c'est... Voilà, donc j'ai mis quelques mesures phares, mais ce sera vraiment évoqué très rapidement en fin de présentation. Je vais brancher le chronomètre parce que je surveille le timing en même temps que je vous parle. Donc, on commence par la partie 1. Aujourd'hui, en fait, on est le 18 octobre. Il est encore temps de vérifier si vous avez déjà de l'argent disponible, de l'épargne que vous pourriez mobiliser immédiatement ou à court terme. Vous pouvez également réfléchir à la façon de consacrer des enveloppes sur fin 2022, c'est ce que je vous disais, ou sur 2023, et bien évidemment prendre contact dès maintenant et au plus tard début décembre avec des opérateurs ciblés, banques, courtiers. En fonction des produits, c'est important d'avoir quelqu'un en face qui comprend ce que vous voulez faire, qui vous propose un produit adapté. Et surtout, en fin d'année, c'est un petit peu le rush. Tout le monde va voir son banquier le 15 décembre en disant « je veux faire de l'investissement défiscalisant ». C'est un peu tard le 4 décembre pour se réveiller. Donc vraiment, prenez le temps d'y réfléchir dès maintenant. Et sinon, ce sera pour les projets 2023. Pour 2023, même logique, c'est important de savoir de combien on dispose en trésorerie qu'on va pouvoir mobiliser, d'identifier les dispositifs de faveur avec lesquels on est le plus à l'aise ou qui correspondent le plus à nos objectifs. Et ensuite, en fonction de tout ça, on peut adapter son prélèvement à la source pour justement mieux gérer la trésorerie liée à l'impôt sur le revenu. Donc, adapter le prélèvement à la source, c'est soit à la hausse, soit à la baisse, parce que parfois, lorsque justement, au titre des années antérieures, on a fait des dispositifs défiscalisants, on a de mauvaises surprises l'année suivante. Donc, je commence souvent par des petites questions faussement bêtes. Les réductions d'impôts sont-elles remboursables ? La réponse est non. Ce ne sont pas des crédits d'impôt. Donc, les réductions d'impôt, au mieux, quand on n'utilise pas les versements, c'est reportable, mais pas toujours. Et seuls les crédits d'impôt sont remboursables. Je passe un peu vite volontairement sur ces questions-là. Le taux d'imposition à l'IR le plus élevé est à 45%. Est-ce que c'est vrai ou faux ? La réponse est non. Avec la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, on peut avoir la mauvaise surprise d'avoir un taux progressif de 3 à 4% qui vient s'ajouter à l'impôt sur le revenu. Donc, bien évidemment, ça concerne les tranches d'imposition les plus élevées et souvent les années sur lesquelles on a fait une opération exceptionnelle. Donc, pour les personnes célibataires, ça se déclenche à partir de 250 000 euros. Pour les personnes mariées au PAC, c'est 500 000, avec un effet de lissage si c'est la première fois, mais néanmoins, ce n'est pas toujours
45%, le taux le plus élevé. Les prélèvements sociaux de 17,2% s'appliquent à tous les types de revenus sans spécificité. Là, vous l'avez compris, les questions sont faussement faciles. La réponse est non. Pourquoi ? Parce que le taux de 17,2 s'applique en principe aux revenus de capitaux mobiliers, donc schématiquement les dividendes, aux plus-values et aux revenus du patrimoine, revenus fonciers par exemple. Pour les dividendes, en revanche, il faut bien faire attention à une règle spécifique. Les associés de sociétés d'exercice libéral ou pour les entrepreneurs indépendants sous le nouveau statut, il y a une disposition particulière. Et en fait, une fraction du dividende peut être soumise aux cotisations sociales classiques et pas aux prélèvements sociaux à 17,2. Donc, en fonction de votre mode d'exploitation, si vous percevez des dividendes, et en fonction de la forme sociétaire ou de votre statut juridique entrepreneur individuel nouveau régime, vous pouvez en fait être taxé à plus que 17,2 au titre des cotisations sociales, puisqu'il y a une assimilation des dividendes sur la rémunération du gérant de SEL, par exemple. L'imposition d'un revenu d'un montant exceptionnel ne peut intervenir qu'au titre de l'année de sa perception. Alors celle-ci, elle est un peu technique comme question. La question, c'est de se dire normalement, c'est l'année du paiement de mon revenu que je paye l'impôt, avec le décalage lié à la déclaration. Est-ce que ça, on peut y déroger ou pas ? La réponse est, donc là, c'est faux pour la façon dont j'ai tourné la question, mais oui, parfois, il y a des régimes dérogatoires. Et notamment, c'est le cas lorsqu'on fait jouer le dispositif d'étalement d'imposition d'un revenu. Donc, c'est un dispositif qui s'appelle le dispositif de quotient. En fait, lorsqu'on a un montant exceptionnel de revenus qui vraiment n'est pas courant, ni dans sa fréquence, ni dans son volume, on peut demander le bénéfice d'un étalement sur le paiement de l'impôt correspondant. On a aussi quelques petites spécificités aussi qui avaient été introduites avec les crédits vendeurs sur les cessions de titres. Donc voilà, c'est pas toujours, il y a toujours des dérogations à la règle fiscale. Ce n'est pas toujours au titre de l'année de l'imposition du revenu que l'on va décaisser l'impôt correspondant. Petit retour également sur des notions qui sont très importantes lorsqu'on cherche à savoir comment défiscaliser, comment est-ce qu'on va agir. Il faut bien comprendre la mécanique du calcul de l'impôt sur le revenu. Et il y a une différence quand on parle de taux moyen, de taux marginal d'imposition ou de taux du PAS. Un taux moyen, c'est tout simplement la somme de votre impôt sur le revenu sur votre revenu imposable. Le taux marginal d'imposition, c'est le taux le plus haut auquel vous êtes imposé par rapport aux tranches du barème. Donc, on en parlait tout à l'heure, les fameux 45% lorsqu'on atteint cette tranche, ou au-delà lorsqu'en plus s'applique la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Et puis, on a le taux du PAS. On le verra sur l'actualité fiscale, loi de finances 2023, avec possiblement des petites modifications à ce sujet. Le taux du PAS, c'est le prélèvement à la source. Donc, prélèvement à la source, soit sous forme d'acompte, soit sur votre bulletin de salaire. Celui-là, il est calculé avant vos avantages fiscaux. Donc, on fait toujours, bien souvent, une avance de trésorerie lorsqu'on a des réductions des crédits d'impôt, puisque celles-ci ne sont pas prises en compte sur votre bulletin de salaire pour le calcul du PAS. Et par conséquent, c'est là qu'on peut avoir à la marge des choses qui bougent. Et c'est ce qui explique qu'on a des restitutions en septembre si jamais on a fait plus de réductions d'impôts ou de crédits d'impôt que l'année précédente. Ou au contraire, si on en a fait moins, mauvaise surprise, c'est là qu'on doit décasser également. Donc, mieux comprendre les niches fiscales. Les niches fiscales, moi je le dis toujours à mes clients, il faut comprendre que la niche fiscale, c'est un dispositif qui a été mis en place par le gouvernement dans le cadre des lois de finances pour accompagner un pan de l'économie que l'État n'est pas capable, en termes de trésorerie, de sponsoriser. Donc, en fait, on demande aux contribuables de mobiliser son épargne à un objectif donné, social, immobilier locatif avec des conditions de ressources, ou sur effectivement des choses qu'on souhaite inciter, à la retraite par exemple, la capitalisation de la retraite. Et effectivement, l'administration fiscale, en fait, vous accorde l'avantage en réduction d'impôt ou en crédit d'impôt pour compenser le fait que c'est vous qui avez avancé la trésorerie. Par contre, ce qu'il faut comprendre sur les niches fiscales, même si elles ont mauvaise presse, c'est que c'est aussi un moyen de dire, moi, mes impôts, quand je les paye, je veux que ça aille à tel endroit, plutôt que ça tombe dans le pot commun du budget de l'État. Lorsque vous mettez en jeu des niches fiscales, en fait, vous êtes en train de diriger la fraction de votre impôt
Et vous allez pouvoir décider où est-ce que vous la mettez. Si vous avez l'âme philanthrope, vous ferez des dons. Si vous êtes plutôt investisseur immobilier, vous irez sur ce type de niche. Donc voilà, donc il y a plusieurs secteurs, on va dire, dans les niches fiscales, un florilège de dispositifs avec des règles toutes plus compliquées les unes que les autres qui changent chaque année. Le premier secteur, on va dire, que les gens connaissent bien, c'est l'immobilier, avec de l'immobilier qui va être aidé soit parce que le contribuable en fait achète un bien immobilier qui va être donné en location à des gens dont les ressources sont plafonnées, ou bien qui va mettre en location dans un secteur géographique où les loyers doivent être plafonnés. Ou alors, effectivement, on cherche à orienter, encore une fois, le gouvernement cherche à orienter le financement de résidences de tourisme ou des EHPAD, par exemple, pareil. Avec les EHPAD, on a un peu la vocation sociale qu'on retrouve, ou la préservation du patrimoine historique. Donc, effectivement, on a, par exemple, dans la logique monument historique, déficit foncier, des choses qui sont très efficaces fiscalement, notamment sur les monuments historiques. Parce qu'on va le voir tout à l'heure, pas de plafonnement des niches fiscales, en tout cas, c'est pas concerné les monuments historiques, l'imputation du déficit foncier sans limite sur le revenu. Donc tout ça, vraiment, c'est comment est-ce que vous allez orienter l'impôt que vous auriez dû payer à la caisse de l'État vers des choses qui vous intéressent et qui, selon les cas, je prends le cas par exemple des souscriptions au capital de PME, sont en plus porteurs d'une potentielle plus-value plus tard. Lorsque vous souscrivez au capital de PME, vous pouvez solliciter une réduction d'impôt au moment où vous faites votre versement et ensuite, vous avez votre réduction d'impôt. Mais demain, peut-être que si la société à laquelle vous avez souscrite prend de la valeur, devient rentable et que vous vendez ces titres dans de bonnes conditions, vous aurez en plus la perspective du revenu futur. Ça, c'est vraiment une question de sensibilité. Donc parfois, effectivement, les gens viennent me voir en disant je veux défiscaliser, mais ils n'ont pas d'objectif défini. C'est bien de pouvoir se positionner sur qu'est-ce que vous voulez faire. Les dons, même logique. L'État ne peut pas pourvoir à l'ensemble des besoins sur l'activité non lucrative. Si vous mobilisez par le biais des dons, effectivement, des sommes auprès d'associations qui vous tiennent à cœur, vous avez finalement orienté l'utilisation de votre impôt payé en théorie. Et puis après, on a aussi sur les niches fiscales un dernier secteur qui concerne les aides fiscales liées au logement. Donc là, c'est vraiment des choses. Alors ça, c'est à géométrie variable. Parfois, les politiques économiques et budgétaires font que il y a des choses qui sont un petit peu plus actives sur les réductions d'impôts sur la performance énergétique, par exemple. Ça a plutôt tendance à s'amenuiser un peu, ou en tout cas, les contraintes et les conditions deviennent un petit peu plus strictes. Sur la performance énergétique, on peut peut-être s'attendre à ce qu'il y ait encore de nouveau une nouvelle vague de discussion sur les modes de réduction d'impôts, qu'est-ce qu'on soutient, etc. Bien évidemment, toujours les dépenses d'équipement en faveur des personnes âgées ou en situation de handicap. Ça, c'est pas anodin parce que lorsqu'on doit aménager sa résidence principale parce qu'on a une personne à charge en situation de handicap ou une personne âgée qui est donc à votre charge, vous avez aussi des dispositifs qui existent. Et puis, il y avait aussi des dépenses d'équipement contre les risques technologiques, donc encore une fois très ciblées et en territoire et en nature d'équipement, avec beaucoup de contraintes. Pour tout ça, c'est important de passer par des gens qui ont l'agrément sur ces activités-là, des gens sérieux, des gens pour lesquels vous êtes sûr que vous n'allez pas déclarer des montants qui ensuite sont susceptibles de vous être repris. Après, de manière anecdotique, mais je le redis toujours, on a quand même certains revenus qui sont exonérés. Les taux d'intérêt n'étaient pas très élevés jusqu'ici, donc bon, ça ne faisait pas un gros effet. Mais effectivement, les revenus perçus au titre des intérêts des livrets A, des DS, LEP et compagnie étaient exonérés, enfin sont toujours exonérés d'ailleurs. Certains livrets ne bénéficient plus de l'exonération, mais on a quand même à la marge ces petites choses qui existent. Et enfin, incitation fiscale liée aux membres du foyer fiscal. On n'est pas toujours dans ce cadre-là, on n'est pas que sur des réductions d'impôts, ça peut être réduction d'impôts, crédit d'impôt ou imputation des dépenses, je pense aux pensions alimentaires sur le revenu global. Tout ça, ce sont des choses qui rentrent dans la catégorie extrêmement large des niches fiscales. Donc, et en dernier lieu, mais je reviendrai dessus tout à l'heure, tout ce qui concerne la prévoyance retraite.
Donc, le plafonnement des niches fiscales, c'est quoi? Une fois qu'on a regardé tous les dispositifs auxquels vous avez droit et que vous sollicitez, vous n'avez en théorie le droit d'avoir que 10 000 € d'avantages cumulés chaque année sur votre impôt sur le revenu. Il y a des cas de majoration qui sont extrêmement restreints, mais voilà. Quand vous faites de l'investissement niche fiscale, la première chose à regarder, c'est quelle est votre souplesse sur le plafonnement. Si vous allez sur un investissement Pinel alors que vous êtes déjà à 9 000 et quelques euros de réduction d'impôt, je caricature, bien évidemment que votre Pinel ne servira pas à l'optimisation de votre impôt sur le revenu. Ça servira à votre investissement immobilier, mais vous aurez perdu l'effet défiscalisant. Donc, sur le plafond, il y a des vieux dispositifs qui sont en fait avec des plafonds un petit peu aménagés. Mais en gros, retenez cette valeur de 10 000 €. Et sur le plafonnement des niches fiscales, par exception à l'inverse, on a aussi des dispositifs qui ne sont pas concernés par les niches fiscales. Les premiers, réduction pour dons aux œuvres, donc vraiment volonté de soutien en sortant ces dons du plafonnement des niches, une vraie volonté de soutien à l'activité non lucrative. Les réductions Malraux pour les investissements qui ont été réalisés après 2013, la déduction foncière afférente aux monuments historiques, déduction donc aux monuments historiques, on génère un déficit. Le déficit est imputable sur votre revenu brut global. L'avantage qui est procuré par cette déduction n'est pas plafonné au titre des niches fiscales. Et enfin, les avantages relatifs aux pensions alimentaires et aux déductions sur les contrats PER de prévoyance retraite ne sont pas non plus concernés. Donc, le plafonnement des niches, il y a aussi quelques dispositions parfois annuelles qui sont prises. Et l'année dernière, les ESUS, par exemple, donc les sociétés de l'économie sociale les sociétés de l'économie sociale et solidaire, bénéficiaient d'un plafonnement à part. Donc, en fait, on avait une limite spécifique pour ces sociétés-là de 3 000 € qui s'ajoutait au plafonnement. Cette mesure-là, par exemple, n'a pas été reconduite. Donc, j'avais, pour la loi de finances 2021, fait un petit topo. Je vais vite, mais c'est pour vous les afficher tous. Pardon, je suis allée trop vite. Sur la loi de finances 2021, on avait pas mal de choses qui avaient été prorogées. Donc, beaucoup, on voit là que, en fait, tous ces dispositifs-là, chaque année, dans les lois de finances, il y a des adaptations. Ce qu'on peut noter et qui est important, j'en reparlerai, c'est le plafond majoré à 25% de la réduction d'impôt pour souscription au capital de PME qui a été prolongé. On va en reparler tout à l'heure. Ça, c'est important parce que normalement, c'est 18. Donc, il y a un petit écart avec un avantage plutôt significatif. Des adaptations pour le crédit d'impôt emploi des salariés à domicile, la réduction d'impôt Coluche, donc c'est toujours nos fameux dons, avec un relèvement à 1 000 € du seuil des dépenses qui ouvrent droit aux 75% de réduction d'impôt, ça qui a été aussi prolongé jusqu'en 2023. Donc on voit que c'est vraiment des choses très spécifiques qui bougent tout le temps. Ça demande pour d'avoir vraiment une vue sur l'actualité fiscale, de suivre tout ça parce que même les techniciens peuvent parfois s'y perdre, on ne les connaît pas par cœur. Donc, souscription de titres, réduction d'impôt sur le revenu, j'avais dit que j'en parlais. En principe, c'est 18% d'impôt sur le revenu, donc ils sont 18% des sommes qui se déduisent de votre impôt sur le revenu. Par exception, et depuis l'année dernière, on a un relèvement à 25% de cette réduction d'impôt qui est autorisé par l'UE, c'est une démarche spécifique. Donc, du coup, pour cette année 2022, ce ne sont que les versements effectués entre le 18 mars 2022 et le 31 décembre 2022 qui bénéficient des 25%. Ça, c'est la petite bizarrerie. On est sur un dispositif aidé qui est contrôlé par l'Europe. Quand c'est contrôlé par l'Europe, on doit avoir la validation de l'Europe avant de pouvoir bénéficier de la majoration. C'est pour ça qu'on a cet écart dans les dates. La réduction, elle est accordée au moment où vous payez vraiment la souscription. Donc, ce qui fait que vraiment la date de versement effectif, c'est important. Si vous constituez une société avec un peu de capital au départ, mais que les fonds ne sont pas libérés sur l'année d'imposition, ça ne fonctionne pas. On fait attention à ça. Et souscription dans les foncières solidaires, la petite spécificité pour elles, comme ce sont des foncières qui bénéficient d'un agrément, qui ont un mode de fonctionnement qui est extrêmement particulier, puisque l'objet social doit être adapté, sinon on ne pourrait pas les appeler solidaires. La réduction, là, elle est accordée au titre de l'année de la clôture de l'exercice de l'entreprise qui bénéficie des versements. Ça, comme c'est des produits un peu spécifiques de toute façon, quand vous souscrivez ce genre de produit, on vous alerte sur ce sujet.
Pour les souscriptions au capital de PME, vous avez les différents seuils qui s'affichent. Grosso modo, et le plus fréquent à retenir sur la réduction de souscription au capital de PME et dans les foncières solidaires, c'est des souscriptions pour une part limitée à 50 000 €, 100 000 pour 2 parts. Alors quand je dis une part, 2 parts, c'est soit vous êtes célibataire, divorcé, veuf, soit vous êtes marié, pacsé. Avec toujours, encore une fois, des spécificités dans les foncières solidaires parce que foncière solidaire et réduction souscription au capital de PME ne se cumulent pas. Donc, ce qu'on a mis d'un côté, on ne peut pas le mettre de l'autre. Donc, c'est un petit peu les vases communicants. Il faut faire attention à ça. Une capacité de report lorsque vous avez trop versé au titre d'une année. Vous pouvez utiliser les sommes qui n'ont pas servi à la réduction d'impôt au titre de l'année suivante. Donc ça, c'est pas mal parce qu'il y a un effet de déport sur l'année suivante, le cas échéant. Encore une fois, dans les foncières solidaires, tout un tas d'exceptions, puisque ce n'est pas cumulable, du coup, c'est ce que je disais avec on a cet effet de vase communicant sur les versements avec la réduction Madelin, mais on a aussi des contraintes. On ne peut pas solliciter pour les foncières solidaires la réduction d'impôt pour souscription d'un emprunt pour la reprise d'une PME. On ne peut pas non plus bénéficier de la mesure de déduction des intérêts d'emprunt qui sont contractés pour la souscription au capital d'une société dans laquelle le contribuable exerce son activité principale. Donc, il faut faire attention sur ces dispositifs-là quand il y a des points de rencontre. Souvent, on ne vous donne pas 2 fois l'avantage sous 2 régimes différents. Souvent, il y a des incompatibilités. Alors celui-là, je me suis rendu compte que c'était un slide de trop. Et pour en terminer, tout ce qui est réduction d'IR pour souscription de titres n'est pas compatible avec le PEA, qu'on va voir tout à l'heure, n'est pas compatible non plus avec les comptes PME Innovation, les titres que vous pouvez mettre en épargne salariale ou en plan d'épargne retraite. Et sur ces titres-là, attention, à partir du moment où vous demandez la réduction d'impôt, il faut ensuite conserver les titres jusqu'au 31 décembre de la 5e année. Donc si on est sur une perspective court terme, il ne faut pas solliciter la réduction d'impôt parce qu'elle vous est reprise ensuite avec les intérêts de retard. Il faut être vigilant quand on a un petit peu de longueur de vue et qu'on sait que 5 ans, ça ne tiendra pas de manière juridique parce que vous êtes engagé différemment entre associés ou qu'on s'imagine qu'on va revendre les titres avant l'heure, ne sollicitez pas la réduction d'impôt sur le revenu. Et si jamais ça arrive, on a des obligations déclaratives spécifiques. Donc, je reviens aussi sur le PEA, qui est un très bel outil. Le PEA, en fait, vous permet d'avoir une exonération d'impôt sur le revenu sur les gains qui sont réalisés en son sein. Alors, pour ce qui concerne les dividendes, c'est dans la limite de 10% annuel des sommes investies. Et sinon, vous avez une exonération de plus-value sur l'impôt sur le revenu. Donc, ça, c'est très intéressant. Il y a aussi des contraintes de plafond de versement qui avaient été largement modifiées par la loi Pacte parce que la loi Pacte, en fait, a adopté le PEA-PME qui est aujourd'hui un PEA qui peut fonctionner à côté d'un PEA classique. Donc, si vous avez un vieux PEA classique qui est déjà plein et qui fonctionne, vous pouvez quand même ouvrir un PEA-PME et continuer de mettre 75 000 € de nouveau dessus. Donc, avec cette histoire de plafond global, ça pousse un petit peu la perspective d'optimisation que vous pouvez avoir au travers d'un PEA. Et nouveauté aussi de la loi PAC, donc on parle de maintenant il y a quelques années, mais c'est quelque chose dont on en peut parler, c'est le PEA jeune qui concerne les enfants majeurs rattachés pendant toute la période de leur rattachement, et parce qu'ils n'ont pas seuls la qualité de contribuable, on peut leur ouvrir un PEA pour eux dans la limite de 20 000 € chacun. Et ensuite, il y a une espèce de conversion du PEA jeune en un PEA classique à la fin du rattachement. Donc ça permet en fait de gonfler un petit peu la capacité à investir au sein d'un PEA. Donc pour qui? Les PEA, c'est essentiellement pour des gens qui sont soit classiquement investisseurs en bourse, soit pour un nouvel associé minoritaire d'une société qui se constituerait avec un peu de capital au départ ou même avec une souscription très faible, parce que l'idée, c'est de se dire, cette nouvelle société que je crée, si j'achète les titres via mon PEA, lorsque je sortirai, que je revendrai les titres, je vais bénéficier de cette exonération d'impôt sur le revenu. Par contre, il ne faut pas dépasser 25% du capital social. Ça, c'est super important en termes de qualification du PEA. Et pour sortir les sommes du PEA, pareil, la loi Pacte avait largement réduit les délais. Donc maintenant, on est sur un délai de base de 5 ans à compter de l'ouverture du plan. C'est pour ça que vos banquiers vous disent toujours
ouvrez un PEA, prenez date, ça ne vous coûte rien et c'est vrai au départ ça ne vous coûte rien. Par contre effectivement, votre PEA une fois qu'il est ouvert, quand vous mettez des titres dessus, les retraits partiels, on décompte le délai à compter de l'ouverture. C'est pour ça que vos banquiers vous font ouvrir des PEA, même si vous n'avez rien à mettre dedans dans un premier temps. Les retraits au-delà de 5 ans n'entraînent pas la clôture du plan, ça continue de fonctionner, et vous pouvez continuer d'alimenter votre plan tant que vous ne faites pas un retrait total, au-delà du délai de 5 ans. Donc en gros, on a deux profils pour ceux qui sont intéressés par les PEA. On a le profil que j'appelle investisseur actif. En fait, vous ouvrez le PEA, vous savez que vous avez de l'argent à mettre dessus, vous savez déjà ce que vous allez acheter comme titre ou souscrire. Vous allez faire un certain nombre d'opérations de vente et d'acquisition avec parfois compensation des plus-values et moins-values, selon que vous ferez de bonnes ou de mauvaises affaires. Donc, dans ce cadre-là, si vous ouvrez un PEA le 31/10/2022, à partir du 1er novembre 2027, 5 ans après, vous l'avez compris, vous pourrez faire des retraits sur ce PEA et sur les gains que vous aurez acquis en franchise d'impôt sur le revenu. Deuxième profil d'investisseur que j'appelle investisseur un peu plus passif. Là, on est plutôt sur des gens qui vont donc faire ces prises de participation minoritaires dans des PME, pas forcément de l'investissement en bourse, et peut-être que d'ailleurs, ils mettront qu'une seule ligne de titre sur leur PEA, et ils feront peu d'opérations et d'achats et de ventes sur titre. Peut-être même qu'il n'y aura pas de dividendes parce que la société ne sera pas en mesure dans les premiers exercices de distribuer. Mais là, il y a un intérêt aussi pour les mêmes raisons. Si vous faites la cession de vos titres détenus en PEA lorsque vous sortez du capital et que vous réalisez une belle plus-value, ce qu'on vous souhaite, vous allez bénéficier de la même façon de cette exonération d'impôt sur le revenu au titre des liquidités que vous pourrez capter à ce moment-là, donc en année N+5. Pourquoi j'insiste toujours en disant impôt sur le revenu? Attention, il y a toujours une retenue à la source des prélèvements sociaux dans les deux cas, sur les produits qui sont générés par le PEA, mais vous les payez en sortie. C'est-à-dire que c'est au moment où vous faites des retraits qu'on va aller calculer les prélèvements sociaux que vous devez sur les revenus en question. Donc vraiment, en termes de trésorerie, ça optimise un peu sur le fonctionnement du PEA les investissements, réinvestissements, cessions, acquisitions de titres. Donc, pour moi, le PEA, c'est vraiment une capsule. On dépose des liquidités initialement sur le PEA, et puis après, le cas échéant, on fait des dépôts complémentaires dans la limite des plafonds qu'on a vus. On encaisse des revenus, dividendes, on fait des plus-values. Ensuite, au besoin, on investit ou on réinvestit en titres en fonction du fonctionnement qu'on en a. Et puis, lorsqu'on perçoit les revenus sur les comptes de liquidité, c'est encore une fois capsule, parce qu'un PEA, c'est toujours, quand c'est bancaire, un compte titre, un compte de liquidité. Vous mettez des liquidités, vous achetez par le PEA. Ça, c'est important. Et à ce moment-là, lorsque vous faites des réinvestissements, ou que vous conservez tout ça jusqu'au retrait, ça vous permet en fait d'avoir une petite machine qui tourne toute seule, qui s'auto-alimente des revenus que vous percevez. Donc comme je vous l'ai dit, point d'attention, impératif, c'est le niveau de la détention familiale qui ne doit pas excéder 25%, c'est pour ça que je dis plutôt petit porteur, et c'est détention familiale, donc on fait attention au calcul de la détention globale de tous les membres du foyer fiscal pour savoir si les titres sont éligibles ou pas au PEA. Et surtout, quand on a des titres qui ne sont pas dans un PEA, on ne fait pas de cession à soi-même. Ça ne marche pas parce que ça peut déqualifier votre PEA. Le risque, c'est une clôture sanction qui va aller contaminer à la fois les titres qui ne remplissaient pas cette condition, que vous auriez vendu à votre PEA, et ça va aussi contaminer les autres titres qui n'ont pas fait l'objet d'une vente à soi-même. Donc, il faut être assez vigilant là-dessus. Sur le fonctionnement toujours du PEA, donc on a deux choses. Une durée inférieure à 5 ans, et dans ce cas-là, vous allez ne pas bénéficier des avantages du PEA. Une durée supérieure à 5 ans, et à ce moment-là, le plein effet du PEA joue. Le gain net dans un PEA, c'est sa valeur liquidative à la date du retrait, à laquelle on enlève le montant des versements qu'on a effectués sur le plan depuis l'ouverture. Pour cela, lorsqu'on est sur une détention inférieure à 5 ans, on va être taxé classiquement à l'impôt sur le revenu avec le PFU à 12,8, plus les 17,2 de prélèvements sociaux, ce qui nous fait notre flat tax à 30%.
Lorsqu'on est en détention supérieure à 5 ans, c'est ce que je vous disais, on a une exonération d'impôt sur le revenu sur les dividendes qui est plafonnée, une exonération totale d'impôt sur le revenu sur les plus-values et pour tous les gains, les prélèvements sociaux en sortie. Quelques exceptions, on peut avoir en fait des retraits qui sont faits sur le PEA lorsqu'il est d'une durée inférieure à 5 ans, lorsqu'on a le titulaire du plan. Là, il y a quand même des dérogations à la rigueur de fonctionnement du PEA. Et on a aussi des dérogations lorsqu'on souhaite affecter les sommes qui sont sur un PEA à la reprise d'une entreprise. Donc là, sous condition, vous pouvez faire un retrait avant les 5 ans. Lorsqu'on a une détention supérieure à 5 ans, on a aussi des mesures spécifiques qui concernent le décès du bénéficiaire d'une rente viagère qui serait issue d'un PEA. Et à ce moment-là, la rente viagère en question, qui ferait l'objet d'une réversion, est également exonérée d'impôt sur le revenu. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Excusez-moi. Le sort réservé au PEA, c'est si vous faites un retrait du PEA sur une durée inférieure à 5 ans, il y a une clôture automatique du PEA. Si vous êtes sur une détention supérieure à 5 ans, le fait de faire des retraits partiels ne met pas fin au PEA. Vous avez un maintien des avantages en franchise d'impôt et ce n'est que le retrait ou le rachat partiel qui entraîne la fermeture définitive du plan. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que lorsqu'on a une perte globale qui est dégagée sur un PEA, en principe, ce n'est pas imputable sur les titres qui ne sont pas dans le PEA, mais il y a quand même quelques exceptions dont je vous fais grâce des détails. Donc, selon les cas, lorsque vous devez clôturer un PEA et que vous sentez que vous allez être plutôt en moins-value, il faut regarder quelle est votre capacité à imputer ça sur des cessions que vous feriez la même année sur des titres que vous ne détenez pas en PEA. Épargne retraite, je sais que ça intéresse certains d'entre vous qui m'ont sollicité sur la question. Donc, l'avantage de l'épargne retraite, c'est qu'on a un effet immédiat en fait sur le revenu brut global. L'épargne retraite, c'est ces contrats, donc il y en a plusieurs. Il y avait l'épargne retraite ancienne génération, les PER individuels qui sont plus récents, et puis plus classiquement les Madelin, c'est-à-dire les cotisations que les dirigeants font sur des contrats Madelin au travers de leur société. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la prévoyance retraite. Chacun des membres du foyer fiscal qui travaille, en fait, peut bénéficier d'une capacité de déduction des versements qui sont effectués sur ce genre de produit. Un contrat, un souscripteur bénéficiaire. Les cotisations éligibles sont déductibles du revenu global au titre de l'année du paiement. Donc, c'est pour ça qu'il faut pouvoir se dire, si vous souhaitez utiliser ça sur 2022, il faut faire votre versement en PER qui prenne effet sur 2022 également. Et l'économie globale qui est générée par ce dispositif, en fait, ça correspond au différentiel de taux, à l'économie d'impôt qui est liée à la déduction des sommes. Comme vous allez déduire les sommes de votre revenu global, forcément, vous allez peut-être changer de tranche, voire écraser complètement votre revenu. Et plus le foyer a un taux marginal d'imposition élevé, plus l'économie, en fait, est proportionnellement intéressante. Donc ça, c'est intéressant lorsqu'on est dans cette logique-là, de faire une réflexion vraiment globale sur est-ce qu'au titre d'une année donnée, j'ai effectivement un revenu un peu exceptionnel que je cherche à compenser ? Oui, non. Est-ce qu'au titre d'une année donnée, je suis plutôt dans les tranches hautes ou dans les tranches basses ? Parce que l'efficacité de la réduction, du coup, ne sera pas la même. Et en fait, en plus, les sommes investies, elles ont quand même vocation à améliorer vos droits à pension. Donc, si vous avez des carrières qui ne sont pas complètes, si vous avez des valeurs de points sur votre épargne retraite, pareil sur certaines années qui sont à améliorer, ce qui peut être pas mal, c'est de faire vraiment une étude avec quelqu'un qui fait de l'étude des droits à pension à retraite en fonction de votre relevé de carrière, de votre situation spécifique, pour aller rechercher l'efficience maximum des versements que vous allez faire sur ce type de contrat. Donc, les préconisations, c'est que schématiquement, le montant du versement au titre de l'épargne retraite ne doit pas excéder le revenu brut global, sinon, en fait, vous allez verser plus que ce que vous cherchez à compenser en impôt sur le revenu, et il n'y a pas de report possible. Donc, certes, les sommes seront placées sur un contrat qui, en théorie, est censé vous faire sortir à la fin, c'est une logique de capitalisation avec des rendements et quelque chose d'intéressant sur la pension, mais on n'aura pas l'effet impôt sur le revenu que l'on recherche au départ. Donc, quand l'objectif de défiscalisation est supérieur à l'objectif de capitalisation sur le contrat retraite,
C'est-à-dire, si votre carrière, elle est pleine et que vous ne faites ça, entre guillemets, certes pour améliorer votre retraite, mais que c'est surtout à l'instant T pour gérer mieux la trésorerie liée à l'impôt sur le revenu, il faut limiter votre versement pour écraser uniquement les tranches d'imposition les plus élevées. Ça peut être une façon aussi de ne pas consacrer toute son épargne à cet outil-là. Donc pour ça, en fait, la première chose qu'il faut regarder, c'est votre avis d'impôt sur le revenu pour 2021. En dernière page, vous avez vos propres plafonds d'épargne retraite qui sont disponibles. Donc là, pour un couple marié avec des disparités de revenus, on voit que les plafonds ne sont pas les mêmes. Toutefois, le conjoint qui a les rémunérations les plus faibles a la capacité d'aller en fait demander la mutualisation du plafond de son conjoint. Donc, si le conjoint en fait il a déjà une prévoyance qui est bien installée, une carrière qui fait que en fait les droits à pension seront plutôt pas mauvais, il peut mettre à profit son plafond inutilisé au profit de son conjoint, puisqu'on peut faire un cumul des deux. Il y a une case spécifique en revanche à cocher dans la déclaration pour pouvoir en bénéficier. Alors, ces plafonds, quand même, il faut se méfier parce que si vous ne remplissez pas correctement les cotisations d'épargne retraite Madelin, par exemple, vous pouvez avoir des plafonds qui sont faussement élevés alors qu'en fait, il aurait fallu peut-être au titre des années antérieures déclarer des épargnes Madelin que vous auriez pu oublier. Donc, il faut quand même faire attention à cette utilisation-là. Mais voilà, c'est globalement sur ce montant-là que chacun d'entre vous doit s'interroger sur voilà ma capacité de plafond de versement. Est-ce que j'ai les sous pour mettre tout ça? Et si je les ai, est-ce que je mets tout ou pas sur mon contrat d'épargne retraite pour les raisons que je vous ai indiquées préalablement? Donc, par exemple, monsieur peut améliorer les droits de son épouse ou madame peut améliorer les droits de son époux à hauteur en fait du différentiel de taux. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué. Pour un foyer qui a à peu près 120 et quelques mille euros de revenus, donc ça, c'est un exemple que j'avais pris chez un de mes clients, c'était assez parlant. Un foyer A qui a 123 000 euros de revenus, il a payé il payera en 2022 sur le barème en théorie 22 000 euros d'impôt sur le revenu. Si je verse 20 000 euros sur un contrat PER avant le 31-12, il ne payera plus que 15 675 euros d'impôt sur le revenu. Donc finalement, l'économie d'impôt, c'est 6 400 euros. Et votre coût réel au titre de l'épargne retraite, c'est les 20 000 euros moins cette économie d'impôt. Donc finalement, votre versement ne vous a coûté en réel que 13,5 €. C'est là qu'on voit, donc là forcément c'est avec un exemple avec des taux les plus élevés, où l'idée c'est vraiment de redescendre à la tranche du dessous, pas forcément d'aller plus loin, parce qu'on n'a pas toujours, même si on a de beaux revenus, on n'a pas toujours 20 000 euros ou plus disponibles sur un compte qui dorme. Donc là l'idée c'est vraiment de juste descendre d'une tranche, de passer de la tranche de 41 à 30. Enfin, sur les autres mesures d'incitation à vocation sociale, je suis déjà en train de dépasser un peu le temps, c'est pour ça que je suis désolée, je suis un petit peu rapide sur la présentation et je prendrai quand même le temps de partager vos questions et d'essayer d'y répondre. On a les dons dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là, deux catégories de dons. Les dons qui relèvent de la réduction d'impôt à 75%. Ça, c'est pour la fourniture gratuite des repas aux personnes en difficulté. Les organismes qui contribuent à favoriser le logement de ces mêmes personnes ou qui procèdent à la fourniture de soins, donc type Croix-Rouge, Restos du Cœur, Médecins sans frontières. Et jusqu'au 31-12-2022, les dons à 75% incluent les dons aux organismes de lutte contre la violence domestique. Donc ça, c'est aussi important de le savoir, avec un taux limite de versement qui a été porté, c'est ce que je disais tout à l'heure, à 1 000 euros. D'habitude, le seuil est un peu plus bas. Donc là, il y a un petit coup de pouce qui est donné à ces dons-là depuis l'année dernière, en fait, et jusqu'en 2023, sauf pour le dernier, vous l'avez vu, c'est jusqu'en 2022. Sur les autres versements, donc tous ceux qui ne relèvent pas de ce qu'on appelle la réduction Coluche, aide aux personnes en difficulté, là on sera sur 66% du montant de ces versements, avec un plafond de 20% du revenu imposable, hein, donc là c'est plus un plafond en montant, c'est un plafond en volume par rapport à vos revenus. Et au-delà, si jamais vous avez dépassé ces versements de 20% du revenu imposable, vous pourrez quand même bénéficier de la réduction d'impôt pour ces dons-là au titre des 5 années qui suivent. Donc là, il y a un effet de report. Si vous faites vraiment un gros don une année qui dépasse 20% de votre revenu imposable, vous pouvez le reporter au titre des 5 années suivantes.
Donc là, je vous donnais quelques exemples. Typiquement, l'année dernière, il y avait, enfin non, il y a 2 ans maintenant, tout ce qui concernait la restauration, la conservation de la cathédrale Notre-Dame. Donc j'essaie toujours d'adapter en fonction de l'actualité, malheureusement. Tous les dons qui sont faits à la Fondation de France, Fondation du patrimoine, voilà, tout ce qui est fondation en général, on est sur des choses où le fonctionnement fait que les dons sont bien gérés, on a des formulaires qui sont bien faits. Il faut faire attention à ça. Pourquoi ? Parce que on aime parfois donner localement à des petites associations qu'on connaît bien. Attention, attention, on va y venir tout à l'heure. Il y a beaucoup de contraintes sur le formalisme pour les dons, autant d'ailleurs pour les associations qui font ça pas correctement que pour vous. Pour vous, on peut vous reprendre la réduction d'impôt si le justificatif n'est pas correspondant, n'est pas satisfaisant. Et pour l'association qui délivre une attestation de réduction pour don qui n'est pas conforme, il y a des pénalités en fait. Donc il faut faire attention au formalisme. Je vais passer donc, comme je vous le disais, très rapidement sur les mesures d'incitation tournées vers l'immobilier. Pourquoi ? Parce que vous avez notre service LMNP qui fait très bien ce type de présentation, notamment sur la location meublée. Donc avec le régime réel simplifié, qui est aujourd'hui le régime qui est le plus optimisant, on va dire, fiscalement, lorsque vous souhaitez louer en meublé. Pourquoi ? Parce que la mécanique du réel simplifié fait que la location meublée, en fait, est dans le temps de l'investissement, quand vous êtes sous emprunt, le temps avec l'amortissement, vous n'avez certes pas de déficit imputable parce que la mécanique fait que au mieux, vous avez un revenu à zéro. Par contre, il y a des contraintes fortes aujourd'hui, notamment sur Lyon, avec le plafonnement des loyers en zone tendue, avec la notion de qualification professionnelle en fonction du montant des recettes. On voit quand même que beaucoup de nos clients se trouvent un petit peu coincés par les jurisprudences récentes là, qui ont un petit peu durci le régime. Par contre, ça reste un régime dans lequel, au long cours, c'est là qu'on a le moins de revenus taxables et on bénéficie en plus en sortie de l'exonération de plus-value avec l'abattement pour durée de détention, le cas échéant. Donc, le réel meublé, c'est quand même le régime le plus intéressant des trois. Après, encore une fois, vous pouvez ne pas souhaiter louer meublé et dans ce cas-là, vous serez dans le régime des locations nues qui sont globalement un peu plus taxés, parce que soumis à l'impôt sur le revenu de façon un peu plus automatique, parce que peu de charges déductibles à part les travaux, et on ne fait pas des travaux tous les ans sur des revenus fonciers. Donc tout ça, c'est des choses qui sont bien expliquées par Nadège Parmentier de notre service LMNP, donc je vous invite à vous inscrire au webinaire qu'elle anime, et qui passe en revue un petit peu plus en détail. Là, le format ne permet pas pour ce soir de rentrer plus dans le détail. Ce qu'il faut retenir, et c'est ça la logique de la présentation ce soir, c'est de se dire, lorsque je cherche à investir pour écraser mon impôt sur le revenu, il faut que je regarde quel est mon objectif et que je compare un petit peu quelles sont les diverses solutions qui me sont proposées pour aller vers celle qui sera la plus pertinente. Donc, bien évidemment, si on a une contrainte, par exemple, de financement et qu'on n'a pas de capacité d'épargne à mobiliser, aller sur un dispositif d'investissement immobilier qui demande de respecter des loyers plafonnés, ça peut ne pas couvrir le service de votre emprunt, ce qu'on appelle le service de la dette, et là, vous êtes coincé. Donc, encore une fois, tout ceci, il n'y a pas vraiment de formule magique, c'est vraiment en fonction de votre cahier des charges, de vos objectifs et de ce que vous cherchez à faire qu'il faut mettre en place le bon outil. Et le ou les bons outils, d'ailleurs, parce qu'on peut en avoir plusieurs qui peuvent être mixés. Donc pour vos futurs investissements, là bien évidemment immobilier pour la fin de l'année ça peut commencer à être un peu court, on est plutôt sur de la réflexion 2023, commencez maintenant à vous dire qu'est-ce que je veux acheter en 2023 sur l'immobilier et comment je le mettrai en location et surtout est-ce que je vais sur un dispositif type Pinel, etc. Est-ce que je rentre dans cette logique-là ou pas. Donc comme à mon habitude, je suis déjà un petit peu en retard sur le timing. On termine avec cette dernière partie, sécuriser dans le temps le bénéfice de vos avantages fiscaux. C'est pas tout d'aller chercher de l'optimisation et d'écraser un petit peu l'imposition en allant vers des choses qui vous parlent et qui économiquement vous paraissent pertinentes. Il faut encore vous assurer de bien respecter les conditions des différents régimes, et il y en a beaucoup. La première, donc c'est ce que je disais, privilégier des formules d'investissement qui sont proposées par des professionnels avertis.
Des professionnels avertis, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est capable de vous apporter du conseil, qui fait cet exercice de vérifier si vous avez effectivement déjà dépassé votre plafonnement des niches fiscales. C'est très important et il faut le regarder sur les années d'avant, mais surtout sur ce que vous avez l'intention de faire après. Si vous allez accueillir un enfant dans votre famille, que ça va vous générer des réductions d'impôts pour salariés à domicile pour la garde, l'année d'avant, vous n'aviez pas d'enfant et il n'y avait pas de sujet de niche fiscale, de plafonnement des niches fiscales. Donc, il faut avoir un petit peu de longueur de vue. C'est important de se projeter sur l'avenir. Donc, bien évidemment, la qualité du conseil, elle est liée au niveau d'adéquation entre le produit qu'on vous propose et votre situation personnelle, c'est ce que je vous dis. Et globalement, c'est bien aussi de faire une étude à 360 degrés, de ne pas regarder les choses par le petit bout de la lorgnette. Quand on se concentre souvent sur un secteur, un pan, et qu'on oublie le reste, soit on fait des choses qui ne sont pas forcément les plus intéressantes, bon, ça c'est moins grave, soit on oublie qu'on a des contraintes par ailleurs qui sont imposées par nos associés, etc., et qui font que, typiquement, souscription au capital de PME, on ne sera pas capable de conserver les titres 5 ans parce qu'on a pris un engagement de vente dans 3. Donc ça, c'est vraiment important. Apprécier le calendrier de réalisation, bien évidemment, puisque du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai insisté sur la présentation, la date de souscription des contrats, la date de versement effectif des sommes que vous mettez sur ces outils-là est importante et conditionne le point de savoir si ça va jouer sur 2022 ou 2023. Et là, on est dedans ou on n'est pas dedans. Et les avantages fiscaux comportent aussi des obligations de suivi dans le temps pour certains dispositifs, soit des obligations déclaratives avec des reports obligatoires, soit tout simplement le fait de conserver vos justificatifs. Donc, il faut vraiment respecter les conditions qui sont imposées à la mise en route, mais aussi sur les années à venir. Conservation des justificatifs, puisque l'administration peut vous les demander, justification des dates effectives de versement, donc on conserve la trace du virement, la date du contrat, etc. On vérifie aussi ces reports d'excédents d'une année sur l'autre pour ne pas les oublier ou au contraire pour ne pas oublier de faire les déductions qui s'imposent. Bien souvent, sur les avis d'imposition et notamment pour les réductions d'impôts pour souscription de titres, lorsqu'on a des reports de versement, moi j'ai souvent eu des erreurs en fait qui étaient commises par les impôts parce que quand on a plusieurs campagnes de levée de fonds auxquelles on participe, parfois les impôts se mélangent un peu les pinceaux et si on ne fait pas un peu un suivi rigoureux, moi j'ai vu des erreurs sur des sommes assez conséquentes. Et sur les dispositifs immobiliers, conditions de fonds, bien souscrire les formulaires lors de la déclaration initiale ou lors des prorogations de régime, et puis vérifier les conditions de ressources, bien sûr, des locataires pour les dispositifs concernés. On le fait souvent bien au début et on oublie de le faire au changement du bail, et ça, c'est important. Surtout si vous n'avez pas de régie. En général, quand vous passez par une régie, les régies pensent à le faire parce qu'elles savent que vous êtes dans un dispositif avec loyer plafonné, ce qui n'est pas forcément le cas lorsque vous faites de la gestion vous-même de votre bien. Pour les dons, c'est ce que je vous disais, à la demande de l'administration, on présente les reçus délivrés par les organismes, signés et avec une date qui correspond à l'année d'imposition. Pour les organismes étrangers, attention aussi, si vous faites des dons à des organismes étrangers, sur le principe, ça marche. Il faut juste faire attention qu'on soit sur une similarité de fonctionnement entre l'organisme étranger et les associations qui peuvent bénéficier de ce genre de dons en France. Donc, objectif d'intérêt général à vérifier et bien sûr, fonctionnement non lucratif. Il ne faut pas que ça ressemble à une société, il faut vraiment que ce soit un organisme non lucratif étranger. On doit donc produire les reçus conformes au modèle de l'administration qui ressemble à ça. Alors, ça sera peut-être petit pour vous. Dès que vous n'avez pas un reçu qui est conforme à ça, inquiétez-vous parce que c'est ça qu'attend l'administration. Donc voilà, il y a encore des cas où parfois les reçus pour dons ne sont pas forcément faits sur ce modèle. C'est mieux d'avoir ça, ça vous tranquillise. Et donc là, je vais vous afficher, alors je ne sais pas si j'ai le temps de prendre le temps de les viser parce qu'on m'a donné une ou deux questions que je vais peut-être compléter par la suite. Donc, loi de finances rectificative pour 2022. On a eu cet été plusieurs choses qui ont été adoptées qui concernent les contribuables, donc plutôt les particuliers. J'ai laissé de côté tout ce qui ne concernait pas les particuliers. Donc, des choses qui concernent les bénévoles, avec une assimilation de l'évaluation des frais de véhicule qui n'existait pas aujourd'hui, avec le fait de pouvoir bénéficier d'une réduction d'impôt lorsqu'ils renoncent, dans le cadre de leur activité associative, à se faire rembourser leurs frais.
Suppression de la contribution à l'audiovisuel public, ça vous avez dû vous en rendre compte puisque les remboursements sont en cours en parallèle de la campagne de la taxe d'habitation pour ceux qui la payent encore. Donc ça c'était pareil une résultante de la loi de finances rectificative pour 2022, donc adoptée cet été. On a aussi un avantage pour les salariés qui souhaitent monétiser leur jour de repos ou de RTT. Ça peut se faire en franchise d'impôt sur le revenu. Donc, si vous avez un peu un stock de RTT que vous n'arrivez pas à utiliser parce que voilà, ça arrive souvent, vous pouvez en fait les monétiser, c'est-à-dire les récupérer sous forme d'argent vis-à-vis de votre employeur jusqu'au 31 décembre 2025 et ça en franchise d'impôt dans les limites d'exonération des heures sup. Donc ça peut être intéressant pour au moins solder vos RTT et vous dire de toute façon, ceux-là, je ne les prendrai jamais, je me les fais payer, ça existe. Alors là, c'est plutôt le social qui saurait vous répondre parce que je n'ai pas en tête si, bien évidemment, je pense que ça fait partie d'une discussion avec votre employeur et ce n'est pas automatique. Donc ça, vous pouvez nous consulter, notamment le service social pour ces aspects-là. On a un rehaussement de 5 000 à 7 500 euros du plafond annuel d'exonération des rémunérations qui sont versées au titre des heures sup. Donc ça, vous voyez que ça marche avec la monétisation, parce que ça permet de pousser un petit peu le seuil au-delà duquel, d'habitude, les heures sup ne sont plus exonérées. Et puis, pareil, toujours dans cette optique frais kilométriques, etc., on a les frais de covoiturage, en fait, qui peuvent être des frais déductibles au titre des frais réels. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt, encore une fois, une incitation au covoiturage. Et alors, très rapidement, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des débats houleux en ce moment à l'Assemblée nationale sur l'adoption du projet de loi de finances 2023, qui est encore loin d'être adopté. Le calendrier, c'est plutôt de toute façon fin d'année. Donc, plutôt, on partirait ces propositions exposées des motifs initiales. Donc, normalement, on devra avoir une revalorisation du barème. Donc, les tranches vont remonter un petit peu, donc ça va bénéficier un petit peu à tout le monde. Ça, c'est plutôt intéressant. Un abaissement de 10 à 5% du seuil d'application de la modulation à la baisse du taux de prélèvement du PAS. Auparavant, pour pouvoir moduler à la baisse votre PAS, il fallait qu'il y ait un écart de 10% entre le avant-après. Maintenant, on passe à 5%. Donc, ça vous permet d'être un petit peu plus juste et effectivement de modifier plus facilement votre PAS. Donc, ça, c'est intéressant, quand je vous le disais tout à l'heure, pour éviter un petit peu les rebonds de trésorerie. C'est intéressant de pouvoir modifier votre PAS quand on a une modification que de 5% de la physionomie de vos revenus et plus de 10% impérativement. Et puis, on a des mesures spécifiques aussi pour les employeurs étrangers pour faciliter un petit peu la vie des employeurs étrangers qui étaient aujourd'hui contraints de se mettre dans la dynamique du PAS. Maintenant, c'est un acompte qui est géré par les salariés. C'est un petit peu plus simple. Donc ça, ce serait pas mal. Et alors, en discussion, mais avec des gros points d'interrogation, parce que discussion houleuse, des rehaussements de certains plafonds. Donc, on a entendu parler du rehaussement de la réduction d'impôt pour frais de garde d'enfants, là, qui vient d'être adoptée. Alors, est-ce que celle-ci va rester ou pas ? Grande surprise, on verra au Sénat. Plafonnement des effets du quotient familial qui finalement, lui, a été rejeté. Pourtant, ça servait beaucoup. À partir de 30% de taux marginal d'imposition, souvent, les gens sont plafonnés. Ça veut dire que ça ne vous apporte plus grand-chose en impôt d'avoir des enfants. Au-delà de 30% de taux marginal d'imposition, vos enfants ne vous rapportent plus davantage sur le calcul de l'impôt. Prorogation du taux majoré de 25% pour la souscription au capital de PME, ça devrait tenir, puisque c'était déjà le cas l'année dernière. Cette année, on peut se dire que ça va fonctionner jusqu'au 31 décembre 2023. À voir. De manière plus anecdotique, une hausse du PFU sur les super dividendes, donc vraiment pour les dividendes des sociétés conséquentes, puisque c'est dans le cadre des groupes où le chiffre d'affaires excède 750 millions d'euros de mémoire. Donc bien évidemment, ça ne concerne pas forcément la généralité des contribuables, mais ça donne une indication un petit peu sur la tendance politique qui se dégage. On voit qu'il y a des choses pour taxer un petit peu les très gros revenus versus des choses qui sont censées être destinées à améliorer en fait la tranche des contribuables, on va dire imposée à 30%, ce qu'on appelle un peu les cadres moyens. Voilà, donc c'est un petit peu en débat. Et une autre chose intéressante qui n'est pas
complètement de la fiscalité du particulier, mais qui peut le devenir, c'est le relèvement du seuil à l'IS de 15% au seuil de 60 000 euros au lieu de 38 120. Ça, c'est intéressant pour des gens qui sont indépendants, qui se posent peut-être la question de savoir s'ils doivent passer ou pas en société à l'IS, ou même dans le cadre du nouveau statut des entrepreneurs indépendants. Pourquoi ? Parce qu'en relevant le seuil de 38 120 à 60 000, ça veut dire que les premiers 60 000 euros de bénéfices sont taxés à 15 et pas à 25. Donc ça, pour des gens qui sont un petit peu dans cette dynamique, est-ce que ça vaut le coup que je passe à l'IS parce que j'y gagnerai un petit peu en taux ? Ça maximiserait un petit peu l'effet d'un passage à l'IS. Donc ça, c'est des choses qu'il faudra suivre et qu'on pourra éventuellement suivre ensemble le cas échéant. Je vous remercie pour votre attention. Je sais que c'est toujours des formats courts. J'ai toujours envie de dire beaucoup de choses. Je pourrais encore tenir longtemps. Le format ne permet pas, bien évidemment, de rentrer dans les détails. Je vais aller prendre les petites questions qu'on m'a apportées. Alors, il n'y a pas beaucoup de questions ce soir. Donc, une PME peut-elle être une SAS ? En fait, une PME, c'est une petite et moyenne entreprise. Ce n'est pas la forme juridique qui va déterminer ce qu'est une PME. C'est vraiment les seuils. Donc, est une PME une société une société ou une société avec un groupe, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail, dont l'effectif n'excède pas 250 salariés et dont le total bilan et le chiffre d'affaires, alors je mélange toujours les deux, il me semble que chiffre d'affaires c'est 43 millions ou total bilan 50 millions. Donc en fait, il y a beaucoup de sociétés qui sont des PME. Alors bien évidemment, quand on est en dessous de ces seuils, on est aussi une TPE, une très petite entreprise. Mais vraiment, ça n'a aucune considération avec la forme juridique. Vous pouvez être une PME en étant une SAS, une SCI, une URL. Qu'est-ce qu'on a d'autre les SA classiques, les CELAR, les SARL, c'est pas la forme juridique qui importe, c'est vraiment le respect de ces seuils. Et pour le respect de ces seuils, quand vous êtes dans un groupe, on peut être obligé de regarder les seuils à l'intérieur du groupe. C'est ce qu'on appelle la notion de société liée. Dans ce cas-là, on ne regarde pas les seuils que dans la société pour laquelle on se pose la question de la qualification PME, mais on regarde ça en agrégeant les seuils aussi des autres sociétés. Donc, c'est ça un petit peu qui peut être déterminant. Parfois aussi, quand on parle de PME, donc ça, ce sont des critères européens. Donc, de toute façon, on est calé sur les critères européens. Parfois, en plus d'être une PME, on vous demande de ne pas être détenu à plus de X% du capital par une autre société. Et donc, parfois, dans certains dispositifs, et notamment l'IS à taux réduit, on vous demande de ne pas être détenu à plus de 75%. Non, il faut être détenu, à 75% par des personnes physiques. Donc, si vous êtes détenu à plus de 25% par des entités elles-mêmes soumises à l'IS, par exemple, au bout d'un moment, la chaîne se rompt et vous ne pouvez plus bénéficier de l'IS à taux réduit. C'est dans la limite d'un seul niveau d'interposition. Donc, il faut vraiment... cette notion de PME, c'est vraiment seuil uniquement. Et il faut dépasser 2 des 3 seuils. Et en fait, il y a beaucoup de sociétés qui sont des PME. La plupart... de mes clients aujourd'hui sont plutôt des PME et à la marge, j'en ai qui n'en sont pas. Et donc, pour répondre à la seconde question qui, je pense, a dû être posée par la même personne, les parts d'une PME sous forme de SAS pourraient-elles être mises dans un PEA ? Tout à fait. Tout à fait, parce que dans un PEA, alors je vais peut-être essayer de remonter, dans un PEA, en fait, on va mettre des parts de société par action, mais de manière plus curieuse, on va aussi pouvoir mettre des parts de SARL, me semble-t-il. Je vais juste revenir sur la slide parce que, comme à chaque fois que je le lis, ça me paraît bizarre et à chaque fois que je le vérifie, c'est toujours ça. Donc PEA, on y arrive. Je l'ai mis là. C'est dans les tout premiers slides sur les PEA. Pardon. Voilà. Dans les PEA, on peut mettre des actions cotées ou non cotées, des parts de SARL, des actions de SICAV, des parts de FCP, donc aussi des produits un petit peu structurés bancaires, un petit peu spécifiques. Et par contre, les titres qui ne sont pas compatibles avec les PEA, ce sont les actions gratuites qui ont été attribuées aux salariés dans le cadre de ce qu'on appelle les plans d'AGA. Et on ne peut pas mettre non plus en PEA des titres qui ont bénéficié de la réduction d'IR pour souscription au capital de PME. En revanche, attention pour la personne qui a posé cette question, les parts d'une PME peuvent être elles mises dans un PEA. Oui, si vous ne faites pas le transfert de votre patrimoine personnel à votre PEA. C'est-à-dire, vous avez l'intention d'acheter des titres de PME,
vous les achetez directement par un PEA. Vous avez déjà des titres de PME, vous ne pouvez pas les mettre dans un PEA. J'insiste encore, c'est important. Donc, je crois qu'il n'y avait pas d'autres questions. Je ne peux pas remonter dans le chat parce que c'est compliqué pour moi, donc c'est toujours une personne qui m'aide pour ça. J'espère que tout cela vous aura quand même un petit peu aidé à poser en tout cas une réflexion. On est le 18 octobre, vous avez à peu près un mois pour vous dire est-ce que j'ai de l'argent à mobiliser quelque part et si oui, où est-ce que j'ai envie de le mettre. Prenez ce temps-là pour vérifier ce qui est bon pour vous. Et surtout, soyez attentifs à vos objectifs et aux conseils qu'on mettra en face de ces objectifs-là. C'est vraiment important. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous remercie encore pour votre attention et votre patience. Et on se retrouvera au prochain webinaire qui sera peut-être plutôt en fin d'année ou à défaut tout début d'année prochaine avec la loi de finances 2023 lorsqu'elle aura été adoptée. Au revoir.